suivez Dimanche, c'est politique et maintenant nous sommes sur le duel. Bienvenue si vous venez juste de nous rejoindre. Au menu de cette émission, nous allons parler de la suspension de l'arrêté préfectoral portant réorganisation des transports urbains dans la ville de Cotonou. Quel est le sens ou la pertinence de cette décision? On va en parler avec nos invités. Nous allons aussi dire ce que nous pensons, notamment des postures des acteurs politiques, notamment, ou des formations politiques, sur les attaques terroristes survenues cette semaine au Bénin, notamment à Banikwara et à Porga, avec comme bilan 2 morts dans le rang de nos forces de défense et de sécurité. Il en est aussi de même dans le rang de ces assaillants, justement. Alors, on va donc faire le débat en ce dimanche avec un plateau. Mathias Koulodji-Dedjan, bonjour, bienvenue. Bonjour, Gilles Chris. Vous êtes analyste, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et en face de vous, Ange Banoui, bonjour. Bonjour Gilles Chris, bonjour à Mathias. Voilà. Bonjour aux téléspectateurs de télé. Vous aussi, vous êtes journaliste, vous êtes analyste. Merci d'avoir répondu aussi présent à notre appel. Alors, je le disais tout à l'heure, je commence par vous, Ange Banouin. Comment comprenez-vous déjà la décision du ministre de la décentralisation d'amener le préfet à revoir sa décision à lui qui portait réorganisation du transport urbain dans le littoral? Merci Gilles Chris. Vous vous rendez compte que dans tout système démocratique, le mieux-être des populations est la chose la mieux partagée, du moins lorsqu'on se retrouve au sens même du principe de la gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple. Et de ce fait, aucune décision, fût-elle d'une autorité, ne devait se prendre sans intégrer un certain nombre de paramètres, sans une intelligentsia de la mise en œuvre de celle-ci, afin que, dans la jouissance de leurs droits, et aussi dans l'exercice du pouvoir régalien de cette autorité, ce dernier n'enfreigne pas à ce qui pourrait paraître de l'élémentaire en ce qui concerne les conditions de vie, d'exercice de la libre circulation des personnes et des biens et autres. Alors, cette décision vient dans une certaine mesure conforter les populations dans le sens de ce que, quelque part aussi, loin de ce qu'on pourrait penser, que leurs cris de cœur sont parfois, je dirais bien parfois, écoutés, et mieux remettre les autorités à quelque niveau que ce soit dans leurs bottes pour qu'elles sachent qu'elles sont non seulement là du fait des populations qui ont placé des gens qui ont eu à un moment donné à leur confier, à leur léguer leur charge ou bien leur confier leur confiance, et que ces autorités-là doivent donc agir de la sorte à ce que les populations puissent se retrouver au travers des décisions qu'elles prennent. Et mieux, lorsqu'on reste dans un contexte, je ne dirais pas actuel, dans le contexte actuel, d'une crise d'une crise économique induite par la crise sanitaire Covid-19, et mieux, quand on se rend compte du pouvoir d'achat des populations, il n'était pas opportun d'en ajouter aux difficultés que connaissent les populations, mais plutôt de chercher des voies et moyens pour les alléger. C'est ça. Mathias Koulodji-Dedjan aussi, je vous pose la même question. Comment est-ce que vous analysez ces décisions-là qui se sont suivies? D'abord, celle du préfet, ensuite le ministre de la décentralisation, qui justement aussi entraîne maintenant une autre décision du préfet qui abroge l'autre. Merci Gilles. Je pense que dans tout système, quand on en arrive à constater qu'il y a des décisions qui sont pourtant de bonnes décisions, mais dans leur application qui posent quand même un certain nombre de difficultés, surtout pour le quotidien de la population, je pense qu'il est parfois normal que les autorités prennent encore d'autres mesures pour soit surseoir ou rapporter pour un autre moment quand même des décisions. Donc je pense que le préfet quand même était dans son rôle de chercher quand même à davantage protéger la vie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que il n'y a pas que les Tokpa, mais les Tokpa quand même créent d'énormes difficultés quand même dans la ville, soit de Cotonou et dans beaucoup d'autres villes du pays. Et il fallait d'un moment à un autre forcément chercher quand même à réglementer un peu comment ça se passe. Mais est-ce que la décision déjà de les empêcher de rentrer dans une partie déjà de la ville de Cotonou était
opportune déjà. Donc je pense que tout ça là, c'est au niveau du gouvernement quand même d'apprécier. Et le ministre de la décentralisation, je pense, s'est basé sur un certain nombre d'éléments, a forcément écouté les cris de cœur des Béninois également pour demander à ce que cette décision soit d'abord suspendue. Et maintenant, de là, forcément, à en vouloir au préfet, moi, je n'en sais rien parce que le préfet est dans un rôle. Et je suis sûr, n'étant pas novice, le préfet, quand même, c'est un ancien ministre de la communication. Donc, s'il doit aller vers une décision, il sait la procédure. Et je ne pense pas que la faute est au niveau d'un ou deux. En tout cas, le mieux pour moi, pour le moment, c'est que le gouvernement ait pu revoir, ou du moins le ministre de la décentralisation ait pu déjà donner des instructions pour qu'on puisse surseoir d'abord à cette décision quant au Topa. C'est ça. Alors déjà, je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent aussi nous envoyer leurs avis par message sur WhatsApp. Le numéro est affiché à l'écran. Vous nous écrivez, vous nous dites ce que vous pensez justement. Hans Barnois, est-ce que cette décision est un camouflet pour le préfet Alain Ronla? Avant d'en venir à votre réponse, à votre question du moins, il faut reconnaître que Cotonou est un centre économique et non une ville de transit où on peut, dans une certaine mesure, s'imaginer à avoir une gare pour desservir la ville. Alors, dans cet aspect, lorsqu'on prend ce contexte, on se rend compte que la meilleure manière de gérer la ville de Cotonou, c'est de mettre en place des moyens de locomotion qui puissent favoriser les activités économiques. Et lorsque vous regardez, Cotonou est au centre de deux grands pôles. Il y a le pôle de Porto-Novo et Abomey-Calavi qui sont de grands centres qui convergent vers Cotonou à travers le marché d'Antokpa. Et il était peut-être mieux à entrevoir une réorganisation du circuit que plutôt de restreindre le circuit qui conduit à un centre névralgique économique comme celui du marché d'Antokpa. Et ce ne serait pas de trop de faire constater qu'aujourd'hui, il y a comme ce qu'on pourrait appeler un manque d'intelligence dans la prise de certaines décisions, qui pourrait aussi amener à conforter les populations à penser qu'elles se retrouvent en quelque sorte embrigadées par certaines décisions. Et la décision prise par le préfet vient, du moins la décision prise par le ministre de la décentralisation, non seulement que cela révèle à la face du monde le niveau de straining de certaines décisions publiques, mais mieux, va même au-delà du camouflet dont vous faites cas. Parce que, quelque part, même si, de façon subtile, dans la décision, le ministre n'est pas venu d'emblée à rejeter le tort sur le préfet, mais plutôt à faire remarquer que la décision prise révèle des limites, tout avant maintenant le sursoir de la prise d'arrêté, qui là, véritablement, aurait pu véritablement être... Peut-être que cela pourrait se comprendre sur plusieurs sens. Donc, c'est dit donc que, loin d'un camouflet, comme je l'ai dit tantôt, c'est une remise en cause de l'autorité de chaque personne à qui on a confié un poste de responsabilité. Dans le cas d'espèce, celui qui subit ce camouflet-là, oui. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de son fait? C'est sa personnalité qui est remise en cause? Écoutez, oui. Lorsque vous choisissez d'occuper une fonction publique, comme on le dit, on assume. Et mieux, suivant la hiérarchie, comme on dit, le préfet est sous l'autorité du ministre de la décentralisation. On est d'accord. Fut-il un ancien ministre de la communication, mais à l'instant actuel, lorsqu'on regarde l'organigramme administratif, la préfecture se retrouve sous le ministère de la décentralisation. Et quel qu'en soit, comme on le dit, le degré de chef qui vous a fait prendre la décision, c'est pour cela, très souvent, lorsqu'on veut prendre certaines décisions, lorsque vous vous retrouvez en position de pouvoir, vous le prenez en votre âme et conscience, parce que autant opportun, c'est vous qui avez pris la décision, même si la demande est venue d'une autorité hiérarchique supérieure. C'est ça. Je vous pose la même question. Est-ce que quelque part, Léon Ronla aurait peut-être, c'est pas un problème lié à sa propre façon de gérer, déjà parce que on a retoqué cette décision-là qu'il a prise.
Et on sait qu'il y a eu beaucoup d'autres décisions qui ont précédé celle-là. Par exemple, le port, c'est vrai qu'on ne les a pas appliquées jusque-là. Par exemple, certaines décisions, on ne les a pas appliquées. Mais il disait, par exemple, que chaque citoyen détenteur d'un engin à deux roues devrait forcément se munir d'un casque. Ça, c'est une vieille décision, certes. Mais que s'il remorque une personne derrière, tous les passagers de la moto devraient avoir un casque. Ça avait été dit. Et il y a beaucoup d'autres décisions. On se rappelle, il y a encore quelques semaines, par exemple, la fermeture des maisons de joie, si on peut le dire ainsi, etc. etc. Est-ce que quelque part, il y a un problème dans la prise de cette décision à la préfecture? Bon, c'est le sentiment que peuvent avoir beaucoup de Béninois, comme notre ami Ange Banouin. C'est légitime. Et je pense que, pour moi, il faut prendre les décisions séparément. Quand vous prenez par exemple le cas du port de casque, je pense que tout citoyen qui réfléchit et qui sait que la vie est précieuse devrait savoir que quand on se retrouve à se déplacer sur un engin à deux roues, le minimum qu'on puisse faire pour protéger d'abord sa propre santé, c'est de se munir d'un casque bien porté. Donc je pense qu'il faut prendre les décisions séparément. Et quand on revient surtout à cette décision dont il est question, effectivement, il y a quand même... c'est allé trop vite. Moi, je pense qu'il faut réguler quand même la circulation au niveau de la vitrine du pays qu'est Cotonou. Et il faut surtout quand même que l'on réglemente surtout les topa-topa. Parce que je vous en prie, vous savez, je quitte Calavi pour venir travailler à Cotonou, mais je sais combien de fois sur mon engin, je suis perturbé par les topa-topa. Et c'est le cas de beaucoup d'autres quand même qui viennent soit à moto et même avec leur voiture. Donc il faut quand même qu'on aille à une réglementation. Donc maintenant, le diagnostic n'était pas mal pensé. La façon, oui, effectivement, la façon dont on a pensé la décision, ça peut poser un problème. Je dis même que, bon, le préfet, certainement, peut-être même que le gouvernement, ou du moins le préfet en avait, c'est-à-dire a pris le soin d'en informer même son ministère de tutelle. Qui sait, nous on n'est pas dans le secret des décisions. Mais il faut quand même, puisque la décision a commencé par créer quand même un problème. Et n'oubliez pas que nous sommes à une étape quand même sensible de la vie politique de notre pays. Nous sommes déjà en train de tomber dans 2022 et bientôt c'est les élections législatives en 2023. Donc ça peut quand même quelque peu causer encore de problèmes au gouvernement actuel qui certainement cherchera aussi à faire élire un certain nombre de députés. Et donc on peut dire, bon, dans cette condition-là, il faut quand même que, bon, ça soit quelqu'un qui réponde de ça. Et mieux, c'est le préfet qui a sorti la décision. Donc aujourd'hui, il est difficile de dire que le préfet, c'est-à-dire, il est difficile de le dédouaner. Mais je pense que pour l'autorité qu'incarne le préfet, et pour continuer toujours à préserver cette autorité, moi, je serais beaucoup plus d'accord avec le ministre de la décentralisation si lui en fait, le rappelait à l'ordre d'une certaine manière où ça ne passe pas quand même publiquement et que ça revient au préfet de reprendre encore une autre décision pour surseoir quand même à son ancienne décision. Mais tel que c'est fait là, on a comme l'impression que bon, le préfet est devenu un individu qu'il faut remettre en ordre. Et ce n'est pas bien pour l'autorité qu'il incarne, surtout qu'il a un département et qu'il a quand même une mairie qu'il gère et tout ça. Donc je pense que quand c'est comme ça, on peut même arriver jusqu'à quand même démettre quelqu'un qui prend des décisions du genre, de ses fonctions, pour lui quand même permettre d'aller aussi se reposer. Mais de cette façon, vous avez vu, beaucoup de citoyens commençaient déjà par jeter de discrédit ou bien du tort au préfet. Et je pense que les gouvernants devraient nous épargner de ça. D'accord. On pouvait régler les problèmes sans que cela n'en arrive à cette étape. C'est ça. Est-ce que vous pensez que quelque part, et effectivement, les textes ont prévu les relations de tutelle. Il y a l'échelle, par exemple, mairie, préfecture, ministère de la décentralisation. Évidemment, le gouvernement, c'est le gouvernement, le ministère aussi, on peut le dire ainsi. Ange Banouin, quelque part, le ministre n'était pas dans son rôle. Ce n'est pas quelque part, le ministre n'est pas... La question ne se pose d'ailleurs pas, dans la mesure où les préfectures sont sous l'autorité du ministère de la décentralisation. Et mieux, contrairement à ce que mon vis-à-vis pense de la décision, j'observe au-delà de la version officielle qu'il y a peut-être, ce n'est pas peut-être,
lorsqu'on lit la note du ministre de la décentralisation, on se rend compte qu'il y a 2 échelles qui ont été résolues en un seul coup. Au premier niveau, on a les prises de décision, je ne vais pas les qualifier, du préfet. Et sur le second plan, il y a une certaine cohésion sociale. Et cette cohésion sociale peut avoir des relents au-delà de l'aspect social, même si on peut y entrevoir des visées politiques à l'avenir. Cela n'empêche pas de se rendre compte de sa justesse dans la mesure où nous sommes dans une situation économique délétère. Et toute stratégie de gestion, de transport et consorts économiques doit prendre en compte le contexte économique actuel. Et on ne devait pas créer en plus des difficultés qui existent pour pouvoir sortir de la crise économique créée par la Covid, des contraintes encore qui vont en rajouter. Et mieux, nous savons que l'épicentre économique du Bénin, c'est le marché d'Antokpa. Quelles qu'en soient les grosses structures économiques que nous avons, le marché d'Antokpa est un centre névralgique économique du Bénin. Vous pouvez être une grosse entreprise lorsque vous importez quelle qu'en soit la marchandise et que son circuit de distribution ne trouve pas un grand axe d'écoulement au marché d'Antokpa, c'est pas sûr que vous puissiez exister. Ce n'est pas évident. C'est dit donc que au-delà des prises d'arrêté du préfet qui commence pas à en mettre plein la vue aux populations, ça il faut le dire, c'est qu'il fallait aussi dans une certaine mesure amener l'autorité à ce qu'il se rende compte qu'il est autorité et que ces décisions normalement doivent faire office dans une certaine mesure d'autorité, non par leur nom, mais par leur impact. Donc sur la démarche, le ministre est resté comme il le faut. Le ministre a agi comme il le faut, non seulement pour ramener à l'ordre l'autorité, qui à un certain moment commençait déjà par en mettre plein la vue aux populations, la question de la gestion de Cotonou et même du Bénin ne demande pas des actions d'éclat. Ça demande des actions stratégiques. Ça demande des actions qui, dans une certaine mesure, lorsque vous les sortez, ça peut même, comme on le dit, ça peut même plaire à vos adversaires politiques. Ça peut même plaire à vos challengers. Parce qu'ils vont se rendre compte que l'acte a été mûri, réfléchi à un point où, même s'ils ont à en dire, ils n'ont grand-chose à en dire, peut-être que de verser dans on aurait pu mieux faire. C'est ça. Mathias, n'était pas d'accord? Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord, mais vous savez, personne n'est d'accord sur peut-être la façon dont le préfet peut-être prend des décisions, ou du moins les propos à des moments donnés que tienne l'autorité préfectorale. Mais je pense que la question, c'est de savoir, est-ce qu'on avait besoin que la décision prise se retrouve, par exemple, sur les réseaux sociaux pour quand même demander au préfet de revoir sa copie? Est-ce qu'on avait besoin que tout le peuple béninois soit informé de ce que le préfet prend des décisions successivement et qui sont de nature à vraiment déranger et tout ça, pour montrer au préfet que désormais, avant de faire quoi que ce soit, d'abord de ne plus jamais prendre des arrêtés, on n'en avait pas besoin. Il suffisait juste d'écrire au préfet ou du moins de le rappeler. C'est quand même le ministre de tutelle. Quand même, le préfet obéit au ministre de tutelle, c'est-à-dire qui est le ministre de la Défense. Moi, c'est la forme prise par la façon dont le ministre en tout cas, a fait rendu public sa décision. A fait rendre public. Oui, a fait rendre, pardon. Et c'est ça qui gêne en fait. D'accord. On a l'impression qu'on veut quand même, c'est-à-dire que les gens s'en prennent à l'autorité préfectorale. Et je pense que ce n'est même pas bien pour le gouvernement, ce n'est même pas bien pour le gouvernement lui-même. Il faut qu'on aide la méthode, et c'est ce que le président Patrice Talon nous a appris. De la méthode quand même dans les manières de faire, et même par rapport à ces différents ministres. Donc c'est ce que moi je pense que ce que vous réprouvez révèle en quelque sorte, je ne dirais pas, le climat de... Je ne parlerai pas de collaboration entre les autorités dans une certaine mesure. Parce que, dans un premier temps, on pourrait penser de la sorte à dire, mais il pourrait avoir... J'avoue que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais mon petit doigt me dit que si cette décision-là avait pris par certains circuits, la réaction aurait été autre. Elle aurait été autre. Parce que chacune des autorités, voulant protéger l'un, va se sentir redevable de passer par la manière douce. Parce que, quel qu'en soit, malgré la décision, on a demandé au préfet de surseoir à son arrêté. Alors que lorsqu'on analyse un peu cette décision, s'il y avait eu une intelligentsia dans sa mise en œuvre, le préfet aurait simplement... Même si ça aurait même pu être une rencontre, comme on dit, une audience
où on se parle, alors qu'on ne soit obligé d'en arriver à une note officielle, à un message radio porté. Donc vous vous rendez compte? Donc cela révèle en quelque sorte le niveau de collaboration aussi entre les différentes autorités que nous avons. Alors cela amène quand même les gens à se rendre compte que quelque part, quel qu'en soit votre niveau de responsabilité, il y a aussi un minimum de collaboration que les gens attendent pour pouvoir, dans ce système, pouvoir vous couvrir aussi, parce qu'on ne peut pas couvrir quelqu'un sans qu'on ait au moins quelque chose de redevable vis-à-vis de lui quant à sa démarche. Alors, notamment la deuxième partie de cette note-là du ministre du message radio dont vous avez fait cas tout à l'heure, on disait que par ailleurs, il fait mention de ce que le préfet est actuellement interdit de prendre de nouvelles décisions jusqu'à nouvel ordre. Bon, est-ce que c'est-à-dire que cette nouvelle décision liée à la réorganisation des transports urbains était la goutte d'eau qui débordait le vase? Est-ce à dire que lorsque on a parlé de la fermeture des maisons closes, etc., ça dérangeait déjà et que le gouvernement le voyait? Mathias? C'est l'impression que ça donne en fait. Et pourtant, je l'ai dit tout à l'heure, il y a pourtant des décisions qui sont bonnes. Pensez peut-être aller à la fermeture des maisons, peut-être de joie, comme vous le soulignez tout à l'heure. C'est vrai, ça dérange une bonne partie de la population, c'est normal. Mais de toutes les manières, notre peuple a quand même une histoire et une culture. Et il faudrait quand même que nous conservions cette histoire au fil du temps. Et peut-être le préfet s'est mis dans cette dynamique-là. Et peut-être c'est la façon dont il s'est pris qui n'était peut-être pas la bonne. Mais de toutes les manières, moi j'ai à souligner quelque chose. C'est-à-dire il ne faut pas qu'on laisse des décisions aller sur des décisions, c'est-à-dire se multiplier avant de prendre des mesures bien plus tard. Parce que comme vous le dites... Quelque part aussi, il faut bien s'assurer que c'est la personne qui se trompe tout le temps. Et que ce n'est pas peut-être une erreur de passage. Mais il ne faut pas qu'on donne l'impression, puisque de par le passé, des gens nous ont fait croire qu'ils n'étaient pas informés pour un certain nombre de décisions qui pourtant étaient bien visibles, bien publiques. Donc moi, je pense que la gouvernance, au temps de Patrice Talon, de 2016 à aujourd'hui, on nous a dit qu'on fait les choses autrement. Et à bien d'endroits, nous avons constaté effectivement que les lignes ont bougé. Mais justement, pour des questions, surtout que nous traversons une crise qui ne finit pas, je vais citer la Covid-19, je pense que pour qu'il y ait, c'est-à-dire accalmie, pour que, puisque vous avez vu, les quelques jours où les Topa ont crié, ou du moins ont eu des difficultés et tout ça, il y a bon nombre parmi eux qui doivent honorer des contrats. Puisque les véhicules à leur disposition ne sont pas eux-mêmes. Comment ont-ils pu honorer ces contrats-là? Mais ils ont eu quand même des difficultés. Donc on a laissé quand même traîner. Alors que quand cette décision-là avait déjà été rendue publique, on aurait pu anticiper dans les heures qui suivent là pour demander au préfet. Non, ce n'est pas encore le moment. Parce que moi j'ai l'impression qu'on reviendra bien plus tard encore à ces mêmes décisions prises par le préfet. Bien qu'on demande aujourd'hui à ce préfet de surseoir et de ne plus prendre. J'ai bien l'impression que c'est la période qui n'est peut-être pas bonne et on va prendre maintenant peut-être le temps de revoir un peu les choses avant d'en arriver là. Donc, c'est ça la question qui se pose. Personne n'est contre. Moi, je ne suis pas. C'est-à-dire, nous sommes ici juste pour donner des éclaircissements sur les sujets. Absolument. Hans Badouin, justement, sur le deuxième volet, là où on interdit au préfet de continuer à prendre de nouvelles décisions jusqu'à nouvel ordre. Bon, est-ce que là, c'est quelque chose de vraiment grave lorsqu'on voit un peu déjà les décisions que le préfet a prises jusqu'à présent? Je ne vous le fais pas dire, sans quoi l'autorité hiérarchique n'en arriverait pas là. C'est dit que si cette décision, si les arrêtés pris par le passé, par le préfet, n'avaient pas eu des relents, et mieux, le dernier en date qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, s'il n'y avait pas eu ces cas de figure, je ne pense pas qu'on en serait là. Et je reviens un peu sur Marangen de tout à l'heure, qui amène à ce qu'il y ait une intelligentsia dans la prise de certaines décisions. Et mieux, le gouvernement a alors pensé à cela à travers une cellule de screening au niveau de la présidence. Donc aujourd'hui, à travers certains actes, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle est devenue, cette cellule. Mieux, la volonté parfois aussi de certains de révéler leur autorité peut, comme on dit, buter face à certaines réalités.
Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, pour un préfet, fût-il celui de Cotonou, que ce soit à travers des actes que l'on puisse afficher son autorité. Peut-être que les gens ne comprennent pas. Un peu comme dirait l'autre, il dit, si au Béninois, vous montrez que vous êtes un mouton, il fera de vous un homme. Mais si vous vous agissez comme un homme, il va vous montrer que vous êtes un mouton. Et c'est toute la symbolique de ce qui se joue aujourd'hui. Il faut simplement chercher à guider les gens à travers des démarches inclusives et mieux même réfléchies qui amènent à ce que les gens se rendent compte qu'au-delà de tout ce qu'on peut avoir à vous reprocher, c'est peut-être de vous demander de faire mieux. Mais pas de vous dire de s'asseoir pour revoir. C'est ça. Il y a un téléspectateur qui pense, malheureusement n'a pas signé son message, que le camouflet est tellement grand pour le préfet qu'à sa place, lui, il aurait démissionné. Vous pensez que c'est objectif ça, ce point de vue? Non, moi je ne pense pas. Vous savez, c'est comme une sanction, peut-être à l'endroit du préfet. Mais écoutez, quand vous êtes dans un rôle, vous acceptez qu'il y a des moments où vous commettiez des erreurs. Et quand des erreurs arrivent, c'est des mises en garde, c'est des sanctions qui tombent sur vous. Mais ce n'est pas pour autant que le devoir que vous avez envers votre peuple, c'est-à-dire vous allez sursoir à ce devoir. Tout à l'heure, vous-même, vous mettiez l'accent sur l'autorité que le préfet incarne. Bien évidemment, écoutez, c'est ça je dis. En fait, pour le bien de l'autorité qu'incarne tout préfet dans un pays comme le nôtre, on aurait pu quand même faire en sorte que, en tout cas, les citoyens ne voient pas à travers des décisions qu'on est en train quand même de voir à travers le préfet quelqu'un qui quand même ne respecte pas la procédure normale, ou du moins quelqu'un qui ne se réfère pas peut-être à son tuteur avant de prendre telle ou décision. Ou en tout cas, vous savez, la situation actuelle est telle que n'importe qui parle s'en prend au préfet. Ce n'est pas bien pour le bon fonctionnement de notre État. C'est pas bien. Moi je dis, on peut beau faire des injonctions, faire des reproches et même donner des sanctions au préfet sans que nous citoyens ne soyons pas forcément au courant. Et c'est dans les actes que nous allons pouvoir constater cela. On peut même apprendre que le ministre a demandé au préfet de revoir sa copie. Et puis, le préfet prendra des actes pour montrer effectivement que, bon, il a changé le cours de cette décision ancienne. Donc, pour moi, c'est que le ministre est dans son rôle, d'accord. Mais ce n'est pas toujours la meilleure manière. Même dans certaines familles, vous allez voir que le père de famille aura bel et bien, c'est-à-dire, vouloir faire des reproches à un de ses enfants, mais il est obligé de le faire d'une manière pour que les autres qui sont des jeunes frères à celui-là ne puissent pas s'en prendre à lui, ou du moins l'embêter et tout ça. Donc c'est ça, il faut que nous ayons une certaine façon d'habiller un peu les décisions que nous prenons, surtout quand cela concerne une autorité publique. C'est de ça qu'il s'agit. Moi je continue de le dire, que le ministre aurait pu peut-être épargner quand même à chacun de nous ces décisions qui sont rendues publiques. Et parlant de téléspectateurs, ils sont vraiment nombreux à ne pas vraiment y aller de main morte vis-à-vis ou avec le préfet. Ils estiment qu'il n'est pas posé, que ces décisions ne sont pas bien réfléchies. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit que normalement il devrait démissionner. Vous le pensez, Ange Baron? Vous savez, la prise de responsabilité appelle aussi à des sacrifices. Et mieux, et bien au-delà. Rien ne dit encore, malgré tout ce qui a été publié comme acte, rien ne dit encore que forcément et d'emblée, la décision a été prise de façon unilatérale. Mais il y a un mais. Le mais, c'est que l'arrêté en vient quand même à éviter une gouvernance cavalière de la population de Cotonou et ses environs. Ça, il faut le relever. Il faut le souligner de 2 traits s'il le faut, et pourquoi pas au rouge. Parce que, en réalité, la gestion de Cotonou, c'est le centre névralgique économique, et mieux, c'est le centre qui contient aussi le mieux d'intellectuels. Et au-delà, malgré ce qu'on dise, même parmi ces Tokwa, il y a des gens qui sont bien intellectuels parmi eux, il y a des gens qui ont de grands diplômes. Mais si on en arrive aujourd'hui à ce que, comment est-ce que nous sommes arrivés au Tokwa? Il faut se poser cette question. Avant, c'était l'état civil. Aujourd'hui, vous en comptez, vous en dénombrez combien?
aujourd'hui, nous sommes arrivés au Tapa-Tapa. Pourquoi? Et lorsque pour de grands analystes, c'est qu'il faut faire la part des choses et se rendre compte que si les gens ont trouvé que le tas civil de 400 francs ou 500 francs sur Calavi et Tokpa, ils sont obligés de prendre un bus de 200 francs, c'est qu'il y a un impact économique énorme. Et mieux au-delà, si les gens sont obligés de quitter Porte-Nouveau pour venir au marché d'Antokpa, pour faire un commerce avec en moyenne 500 francs, soit 1000 francs en aller-retour, et qu'ils doivent en débourser aujourd'hui 2 fois plus dans une période comme celle-ci, ce n'est pas une décision assez réfléchie. C'est une décision qui, sur le plan stratégique, économique et même de prospective, laisse à désirer dans la mesure où nous n'avons pas encore mis en place un moyen qui puisse peut-être être plus accessible et mieux atténuer ce que nous vivons actuellement et mieux les charges que les populations endurent à l'instant où nous sommes. Et donc, demander au préfet de démissionner, c'est aussi ça les relents du pouvoir, parce que lorsqu'on jouit du pouvoir, le pouvoir n'a pas qu'un goût de sucré, mais ça aussi, c'est travers. Et c'est en ce sens que lorsqu'on prend une posture d'autorité, en prenant ses actes, on réfléchit déjà en même temps à ses revers. Tout à fait. Il y a un téléspectateur qui fait le lien entre cette prise de décision du ministre avec peut-être un départ éventuel du préfet du littoral. Il estime clairement que le préfet est ainsi sur une chaise éjectable, en faisant même un parallèle avec son départ du gouvernement, etc., etc. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi je vais vous interroger avant qu'on ne passe peut-être à un autre sujet. On va marquer une pause avec la régie tout à l'heure, d'ailleurs, avant d'arriver à un autre sujet. Mathias Kouloudji-Dedjan, sur cette question, vous pensez que Alain Roula serait sur une chaise éjectable? Serait-il dans le viseur du patron de la République, du président de la République? Le préfet a été nommé en conseil des ministres. Oui. Et je pense qu'il revient au conseil des ministres de juger aussi au moment opportun que le préfet est sur une chaise éjectable, donc il sera démis de ses fonctions. Vous savez, ce n'est pas les réseaux sociaux, ou du moins ce n'est pas les citoyens qui décident de limogeage ou non d'une autorité nommée en conseil des ministres. Vous savez, c'est l'impression que la décision du ministre aurait pu nous éviter cela. Je continue de le dire. Vous savez, oui. Ce n'est pas que je suis en train de défendre le préfet, non. Je ne suis pas aussi pour certaines de ses prises de décision, même quand il était ministre de la Communication. Je vous fais une confidence personnelle. Je n'étais pas toujours d'accord avec sa façon de se prendre. Et vous savez, nous avons connu un préfet quand même avant le ministre Orun, là, et le préfet Orun, là, et qui a fait bien pire que ça. Donc, ce n'est pas... On est déjà habitué. Maintenant, je pense que gouverner, c'est prévoir. Et je pense que le ministre de tutelle aurait pu même faire en sorte que cette décision du préfet ne soit pas mise même en application avant qu'on arrive à ce qu'on est aujourd'hui. Puisque la majorité de ceux qui prennent Topa, c'est les dames qui quittent, par exemple, les villages aux alentours de Calavi, de Porto-Novo et tout ça, pour venir en ville. Donc, le pouvoir d'achat est faible. Mais pourtant, elles arrivent quand même avec 200 ou 300 francs, parfois 500 francs si c'est Porto-Novo, quand même à venir faire leurs opérations, leurs activités économiques à Cotonou pour retourner. Donc, quelque part, pendant ces quelques jours-là, elles ont connu un certain nombre de perturbations. Donc, on aurait pu même éviter, surtout la période que nous traversons, on aurait pu leur éviter qu'on en arrive à une mise en application même de cette décision et qu'on n'en serait pas là. Bon, moi, je pense que la démission ou non, ou du moins le limogeage ou non, il revient encore au chef de l'État et son gouvernement en conseil des ministres d'en décider. C'est ça, même question. Une autorité nommée qui n'est pas élue a un mandat de 24 heures renouvelable. Et c'est celui qui l'a nommé qui en a, en tout cas, le pouvoir de le reconduire chaque 24 heures. Si ce dernier le pense ainsi. C'est ça. Et je pense que là-dessus, moi, ce que j'ai observé, c'est que nous sommes souvent un peu amnésiques. Et nous ne prenons pas le temps d'analyser, lorsque nous prenons des postes de responsabilité, ceux qui nous ont précédés. Sous la rupture, nous avons, avec le préfet Orula, nous avons le troisième préfet. Nous avons vu un préfet qui a agi d'une certaine autorité, qui répondait certainement en son temps à une certaine logique. Mais il n'a pas été emporté par le fait parce qu'il a conduit la logique qui a été conduite par l'ensemble du gouvernement. Mais on a vu en griffe la fin.
C'est dire, même si ce dernier a connu une fin que nous tous nous connaissons, ce n'est pas partie du fait qu'il ait conduit la vision mise en œuvre. On a conduit encore un autre préfet qui a assuré l'intérim, mais qui a joué un rôle dans une certaine, je ne dirais pas transparence de sa personne, mais mieux, qui ne faisait même pas songer à ce que les populations de Cotonou aillent dire est-ce que nous avons un préfet ou bien est-ce que nous n'avons pas un préfet. Et mieux, je pense que lorsqu'on succède à des personnes ou des personnalités, il faut s'en référer et voir quelle est l'option qu'il faut choisir. Soit faire l'une des options ou voir le juste milieu pour pouvoir apporter un de plus qu'on dise pendant que lui il est là, on a vu des gens passer, mais on a observé ceci, soit une nette amélioration, soit je ne dirais pas un filtrat de tout ce qui se fait. Et mieux, c'est à l'aune de cela qu'on pourra juger de ce que il faudrait que le préfet se retrouve dans une siège éjectable. C'est ça. Mieux, s'il anticipe, parce qu'on dit souvent il n'est pas interdit de commettre des erreurs, mais l'essentiel, c'est ce que nous faisons des erreurs que nous commettons. On va faire une transition avec la régie, on revient juste après. Voilà, on revient sur ce plateau pour poursuivre. Le temps pour moi de livrer quand même les avis de nos téléspectateurs sur cette question. Et c'est vrai, hein, il y a Aïnon Tirbus qui pense qu'effectivement la décision fragilise le préfet. Il y a beaucoup d'intervenants, des messages suffisamment longs, mais là, la substance, c'est qu'effectivement les autorités devraient davantage, à quelque niveau que ce soit, mûrir leurs réflexions avant de rendre public quelques décisions que ce soit pour le bien-être des populations. Parce qu'il y a un téléspectateur qui estime qu'à la fin, c'est celui qui a porté la décision officiellement qui est sacrifié sur l'autel peut-être du contentement de nos populations. On reviendra peut-être sur les avis à 13h50 dans le débriefing de cette matinée politique. Alors, le deuxième sujet inscrit à l'ordre de ce duel, c'est bien sûr les attaques terroristes survenues au Bénin cette semaine, à Porga et à Banikwara. Un fait inhabituel au Bénin quand même, des djihadistes, enfin des hommes armés, des terroristes qui ont attaqué nos forces de défense et de sécurité. Le bilan fait état de 4 morts au total, à raison de 2 dans le rang de nos forces de défense et de sécurité, 2 au sein des terroristes. La question de ce matin, c'est de savoir, face à un tel événement, que doivent faire les citoyens, les fils et filles, notamment les hommes publics, les acteurs politiques par exemple, quel devrait être leur comportement? Ange Banouin. Merci Gilles Chris. Je pense que la question du terrorisme, c'est une question au-delà des clivages politiques, c'est une question au-delà de tout ce qu'on pourrait appeler nos petites guéguerres internes. C'est une question assez capitale et très cruciale de sécurité, parce que d'abord, le terrorisme, c'est une guerre asymétrique dans laquelle vous ne connaissez pas l'adversaire. On a peut-être une idée de qui c'est. Sinon, l'ennemi, parce que l'adversaire, c'est un peu lorsqu'on se retrouve sur un front, sur une bataille classique. Et le terrorisme, c'est loin d'une guerre classique, c'est une guerre stratégique. Et c'est sur ce plan peut-être que nous devons beaucoup plus agir. Au-delà des accointances politiques, comme beaucoup pensent que non, ce n'est pas une question sur laquelle, je suis désolé, sur laquelle il faut faire interagir des relents politiques. Peut-être la seule chose qu'on pourrait dire, c'est les messages des acteurs, parce que vous le veuillez, qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous des citoyens, les acteurs politiques sont également des citoyens, et mieux, leur message à l'endroit des populations pourrait les réconforter dans une certaine mesure à garder espoir face aux menaces qui pointent à nos portes. Et je pense même d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, qui ont été conduits sur la question au Bénin et dans la sous-région,
qui aujourd'hui m'amène à dire que la perception que nous devons avoir de ce phénomène est au-delà de celle des guerres classiques et traditionnelles que nous avons d'hommes en armes déployés sur le terrain et de forces de sécurité gonflées à bloc envoyées sur des champs d'opération. Beaucoup plus, il faudrait que nous revisons et mieux que nous nous inspirions des expériences qu'ont connues les autres pays qui sont frappés par le phénomène. Parce que c'est vrai que nous avons eu quelques poches de ces genres d'attaques dans la sous-région, pas des poches dans la sous-région, de véritables menaces aujourd'hui. Quand on regarde par exemple la zone du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger, nous connaissons déjà le cas du Nigeria, surtout dans la partie, comment on dit, septentrionale du Nigeria. Cette situation nous amène aujourd'hui à nous aviser d'une chose, c'est que lorsqu'on prend par exemple ces attaques que nous avons eues, c'est à l'encontre des hommes, des patrouilles, des hommes en armes. C'est dit que stratégiquement, quelque part, certains points, parce que, qu'ils vous souviennent qu'il y a de cela environ, je pense que ça doit être courant octobre, il y a eu des réfugiés burkinabés qui étaient venus dans la zone dans la Takora, qui ont replié suite à des agressions de terroristes, et cela pointait déjà, cela laissait déjà comprendre que ces derniers auront, soit s'ils ne font pas des incursions, c'est qu'ils auront peut-être, s'ils arrivent peut-être à conquérir le territoire qu'ils voulaient, comme c'est ça leur optique, leur objectif, c'est qu'ils étaient quand même à même de pouvoir avoir je ne dirais pas, des envies de pouvoir se faire entendre, parce que une fois que vous êtes face à ce genre de situation, on n'est jamais épargné, hein, on n'est jamais épargné. Et mieux, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a eu des positions stratégiques de l'armée béninoise dans le septentrion face à la menace, parce que je ne dirais pas qu'on est heureux, on ne peut pas jamais être heureux d'avoir des gens qui soient tombés les armes à la main, à ces soldats à qui d'ailleurs j'ai une pieuse pensée pour avoir, comme on dit, pour avoir défendu la nation jusqu'au prix de leur vie. Et on ne saurait jamais leur rendre hommage. Mais il est quand même à relever que stratégiquement, si l'armée béninoise prend déjà des positions, parce que on n'a pas entendu que ce soit des populations qui aient essuyé, c'est déjà, je ne dirais pas, c'est déjà une anticipation d'une certaine mesure. C'est ça. Mieux, quand on sait que le Bénin a été considéré jusqu'ici comme un couloir de transit pour ce phénomène, même si on ne le dit pas assez, c'est que forcément la prise de quartier va être un élément qui va faire affront à ces derniers-là, qui vont se sentir menacés parce qu'ils n'auront plus de base arrière. Et je pense que sur cet aspect, l'armée béninoise a intérêt à renforcer et mieux, à rester encore mieux en état d'alerte comme elle le fait. Et d'ailleurs, on viendra peut-être sur les stratégies à mettre en œuvre. Absolument. Mathias Kouloudji Dedjan, sur cette question, c'est vrai, il a rendu hommage tout à l'heure. Il a eu une pieuse pensée pour ces braves hommes qui ont combattu jusqu'au prix de leur vie, jusqu'au sacrifice ultime. Mais est-ce que vous avez l'impression que les politiques le font eux aussi de leur côté? Elles pensent vraiment à ces hommes-là depuis que l'attaque est survenue? Merci Gilles. Je pense que le Bénin risque désormais gros. D'ailleurs, depuis 2019, je crois, où le guide Péji, je crois, Fiacre, a subi malheureusement la mort suite à une attaque des touristes français. Je pense que le Bénin désormais risque. Nous sommes un pays désormais comme les autres qui connaissent régulièrement ces genres d'attaques. Et je pense que c'est des questions qui sortent véritablement de la politique, de l'ordre politique et tout ça. Et unanimement, que l'on soit de l'opposition ou bien de la mouvance, on a besoin tous de se mettre ensemble comme un seul homme pour non seulement soutenir nos vaillants soldats, mais aussi quand même participer à ce que notre défense soit davantage plus renforcée, soit en faisant des propositions au gouvernement, soit en donnant aussi des informations à des moments donnés au gouvernement. Et moi, je suis peiné de constater que depuis que nous avons appris cette attaque-là, il n'y a que le parti Les Démocrates, quand même, à travers leur président Éric Rouneté, qui a pu rendre une décision publique pour compatir
essentiellement aux douleurs des familles éplorées, surtout les familles de nos soldats qui ont connu la mort et qui ont aussi demandé à ce que toutes les parties quand même du pays puissent se mettre véritablement ensemble comme un seul homme pour lutter contre ce phénomène-là. Il y a aussi un communiqué de Candide Azanaï. Bon, bien évidemment, du président Candide Azanaï que nous connaissons déjà très bien, parce que à travers son communiqué, bon, c'est vrai, on a senti quelqu'un qui est sensible quand même aux douleurs des familles, mais est-ce qu'il est allé au-delà pour apporter quelque chose quand même de positif? En tout cas, je n'en sais rien. Tout ce que nous demandons, c'est que moi, je n'ai pas, par exemple, vu le plus grand parti du pays, comme on nous le dit depuis quelques années, l'Union progressiste, le Bloc républicain, le PRD, et bon, c'est vrai que l'UDBN n'existe plus logiquement aujourd'hui, mais on n'a vu aucune de ces autorités. On a comme l'impression que bon, c'est quand il y a quand même des sièges à se partager sur le terrain qu'on les constate, et c'est quand peut-être qu'on va, on s'approche de la période électorale où on va au contact des populations et tout ça, mais les soldats tués quand même proviennent des familles du pays aussi, hein, c'est des gens qui sont quand même en douleur actuellement, donc on aurait pu aussi les entendre et effectivement avoir des propositions venant de leur part, ce qui est malheureux pour notre pays. Et au niveau du gouvernement, c'est vrai, il y a eu un communiqué certainement du ministre de la Défense et tout ça, mais si le président Patrice Talon lui-même peut quand même aller au contact des familles éplorées pour les galvaniser, ça fera quand même très bon pour quand même notre pays. C'est ça. En analysant un peu les différents communiqués rendus déjà par les quelques acteurs qui ont opiné sur la question, on voit que Candide Azanaï dit que là, si c'est vraiment le cas, il faut qu'on ouvre une enquête. Bon, on semble lire dans son communiqué qu'il dresse un réquisitoire, il ne le dit pas ainsi, mais peut-être qu'il critique indirectement les forces de défense et de sécurité. Bon, de sa position d'ancien ministre de la Défense, est-ce que c'est objectif, Hans Baumann? D'emblée, comme moi je l'ai dit, la question du terrorisme, ce n'est pas une question de déchirement politique. Et vous avez même pu constater que c'est un peu ce qui risque d'arriver aujourd'hui au Burkina Faso, à côté, où suite à des attaques, légitimement la population peut se sentir menacée, pas peut se sentir, il se sent menacée et pense à bon droit qu'il faille renforcer le dispositif sécuritaire. Malheureusement, la question du terrorisme, c'est une guerre asymétrique. C'est des gens qui changent de stratégie du jour au lendemain, contrairement aux forces de défense, aux forces armées qui ont de gros moyens, mais qui malheureusement se rendent compte qu'ils essuient des coups parce que les autres peuvent apparaître sous diverses formes. Diverses formes parce qu'ils n'ont pas. C'est pour cela qu'on dit que c'est une guerre, c'est une bataille dans laquelle on ne connaît pas l'ennemi. On pense connaître l'ennemi. Parce que le terrorisme, c'est une question assez sensible. Et mieux, en stratégie militaire, les gens peut-être, c'est un peu là où nous devons arriver dans la sous-région. Les gens ne sont plus, face à ce phénomène, je ne dirais pas, à un envoi de troupes présentielles, mais plutôt à des stratégies intelligentes pour détecter ces personnes, pour suivre leur mouvement et pouvoir les traquer. Vous avez pu constater comment est-ce que les Américains ont pu enrayer un peu avec les auteurs des attentats du 11 septembre. Ce n'est pas en déployant, bien que la guerre en Afghanistan a arrivé ce qu'elle est avec le dernier retour. Oui. C'est que aujourd'hui, la question du terrorisme, loin je ne plairai pas forcément aux vendeurs d'armes et de munitions. Ce n'est plus une question de char ni de AK-47, mais c'est une question de stratégie et d'intelligence et de technologie. Parce qu'on ne peut pas se rendre compte que nous soyons des pays, des nations en Afrique de l'Ouest, que nous soyons incapables d'avoir des satellites pour pouvoir suivre un peu les mouvements, pour pouvoir suivre, parce que les grandes puissances qui aujourd'hui s'imposent, ce n'est pas avec des armes, c'est avec des corps d'élite qu'on envoie pour faire mener des opérations. Comment est-ce qu'on ne s'interroge pas? Pourquoi on ne s'interroge pas de la manière dont, lorsqu'il y a par exemple, je ne dirais pas un ressortissant français ou américain et autres qui soient pris en otage quelque part, qu'il y ait des corps d'élite qui arrivent à repérer et qui mènent des opérations. Pourquoi? Parce qu'il y a la technologie qu'il faut. On n'est plus à l'ère de... J'ai été un peu, je ne dirais pas... Bon,
j'ai été un peu attentif par rapport aux nouvelles décisions, par exemple, aux projections vis-à-vis du budget de l'État en ce qui concerne la question de l'intérieur, avec la mise en œuvre, par exemple, de caméras de surveillance par rapport aux dispositifs sécuritaires. Je pense que nous devons aller vers l'intelligence artificielle pour pouvoir mieux traquer ce phénomène-là qui demande aujourd'hui à redoubler d'efforts. Et mieux, à travers la BJF, l'Agence béninoise de gestion des espaces frontaliers, on se rend compte aujourd'hui que les poches où ce phénomène peut avoir de la lance sont bel et bien définies, bien connues. Et il faudrait que l'État puisse prendre les dispositions pour que le phénomène ne puisse pas s'enraciner. Parce que c'est là où ça devient véritablement très dangereux. Parce que jusque-là, c'est vrai, sur le plan stratégique, les forces armées ne vont pas nous dévoiler tout ce qui est des différentes, en tout cas des victimes, et mieux pour qu'on puisse savoir, ah non, c'est des gens de telle origine, quand on dit origine, ce n'est pas pour stigmatiser, mais pour pouvoir au moins avoir idée de leur mouvement. Ça reste encore de l'analyse stratégique militaire, parce que c'est lorsque peut-être ils seront au bout de l'opération qu'ils pourront peut-être faire cas de certaines choses. Donc l'opinion émise par l'acteur politique reste forcément dans une certaine mesure politique, dans la mesure où le politique n'est pas aussi appelé à applaudir, parce que dans la mesure où il constate que il y a quelque chose qui ne va pas et que les populations ont besoin de ci et ça, forcément il va rester dans l'attentiste pour pouvoir amener à faire davantage. Ça, on le lui concède d'emblée. Et mieux, je ne dirais pas, il n'y a pas un terrorisme qu'on pourra dire d'un niveau moins amplifié qu'un autre. Mais il ne faudrait pas aussi qu'on fasse dans l'emporte-pièce pour pouvoir rentrer dans la psychose. Parce que le phénomène terroriste, c'est aussi un phénomène qui fonctionne à travers la psychose. C'est-à-dire emballer la population à travers une panique. Etc., et je pense que si on arrive à mieux gérer cela et à mettre les balises qu'il faut, stratégiquement, il faudra revoir nos stratégies. Peut-être qu'on va, si on a le temps. Tout à fait. Et c'est la question que j'allais déjà commencer à poser à Mathias Kouloji-Dedjan. Est-ce que le Bénin est vraiment paré pour pouvoir faire face à un tel mal, si déjà nous savons que même les plus grandes puissances du monde ont du mal à contenir le terrorisme? Quelle est la stratégie appropriée que nous pourrons aujourd'hui adopter face à cela? Non, Gilles, moi, je voudrais tout simplement à commencer par dire, il faut que nous prions pour que le pire n'arrive pas. Vous savez, si les pays comme les États-Unis ont pu connaître tout ce qu'on a pu entendre au fil des années et tout ça, ce n'est pas qu'ils n'aient pas, ou bien qu'ils n'ont pas l'arsenal technologique ou bien financier qu'il faut, non. C'est quand même une puissance, la puissance mondiale et tout ça. Donc moi je dis tout simplement, il faudrait que nous prions pour que le pire n'arrive pas. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, je sais que notre système de défense, les gens y travaillent jour comme nuit. Notre armée s'est résolument mis. On a beaucoup d'opérations quand même qu'ils essayent de simuler dans le nord Bénin surtout les zones à risque. Et c'est toujours pour se mettre quand même en ordre de bataille pour répondre à chaque fois quand le besoin se fera sentir. Mais il faudrait quand même que, c'est-à-dire notre pays a été pris des années durant comme un pays de paix, et ça peut être un élément même utilisé par les acteurs, c'est-à-dire, comment appelle-t-on, les terroristes, ça peut être un élément utilisé par eux pour quand même aller commettre leur forfait un peu dans les pays d'à côté, mais vont se réfugier quand même au Bénin pour préparer quand même leurs attentats. Donc je dis, à la date d'aujourd'hui, nous allons continuer par prier pour que notre pays soit épargné vraiment des attaques les plus graves. Mais dans le même temps, je suis sûr que notre armée, comme je l'ai dit tantôt, ne dort pas. Ils ont commencé certainement par se remettre peut-être pas forcément en cause, mais par voir là où forcément ça n'a pas marché. Ils sont en train de travailler pour. C'est ça. Mais il faut que chacun de nous puisse les accompagner. Et je voudrais revenir. C'est-à-dire, l'information est la chose la plus capitale pour quelque système de défense, soit puissant qu'il soit. S'il n'a pas l'information, ce n'est pas évident que la réponse puisse être efficace au moment opportun. Donc je voudrais sérieusement, sincèrement que soit nos élus locaux, les maires, puisque dans chaque commune, il devrait avoir quand même un système mis en place pour tout au moins fournir des informations, soit
à la police républicaine, soit à l'armée, pour que quand on en arrive à douter d'un certain nombre d'individus ou du moins d'un certain nombre de manières de faire dans notre population et tout ça, qu'on puisse très tôt alerter ceux-là qui sont à la défense pour qu'ils se préparent et au besoin même interpeller. Parce qu'on ne peut plus éviter ça aujourd'hui. D'accord. Ange Banoué, les stratégies. De façon stratégique aujourd'hui, je pense que la première des choses, c'est qu'il ne faut pas verser dans la panique. C'est la chose la plus capitale. Et je pense que l'armée béninoise essaie déjà, dans une certaine mesure, d'apporter, de ramener la tension à la normale à travers non seulement des communiqués, mais également à travers sa présence. Et il y a de cela en début novembre, moi j'ai eu de ma position à observer, je ne dirais pas un déploiement, et j'en avais dans une certaine mesure flairé une volonté manifeste de marquer sa présence et de contrôler l'intégrité territoriale du pays. Je pense que c'est des éléments. Maintenant, une fois qu'on prend ces dispositions, c'est que forcément, vous vous mettez, comme on le dit, vous mettez un bouclier face à l'adversaire qui forcément voudra certainement, en fonction de ses intérêts, soit d'intérêt de pouvoir se réfugier ou bien de pouvoir trouver son couloir de transit, forcément qu'il voudra forcément démettre. Et cela appelle à renforcer la stratégie qui ne devra plus être forcément que sur le plan de l'arsenal à déployer sur le terrain, mais aussi sur la technologie de surveillance de nos frontières, parce qu'on ne dira jamais assez, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas une valeur à capitaliser pour les moyens financiers quand il s'agit de l'intégrité territoriale, de la souveraineté d'un État et de la vie des citoyens. Et sur cet aspect, je pense que cela va même au-delà du Bénin, parce que la question du terrorisme, c'est une question sous-régionale. Oui. Et il n'est pas concevable qu'en plein 21e siècle, des États membres de la CEDEAO, et mieux même l'Union africaine, n'ait pas une stratégie bien peaufinée et même un arsenal de contrôle de certaines zones qu'on pense être des zones, je ne dirais pas rouges, qui sont des zones aujourd'hui de pleine émulation de ce phénomène. Donc c'est dit donc que il faudrait avec l'attaque qui a connu la mort de Fiacre Bédji, les autorités françaises avaient déjà commencé à afficher cette région-là, déconseillant aux touristes d'y aller dans le temps. Bon là, c'est une mauvaise publicité assez grave pour le Bénin quand même. Bon, au-delà de la publicité, la question du terrorisme, ce n'est pas une question de publicité, c'est une question beaucoup plus stratégique. Et mieux, au-delà de ce que nous pensons, la question du terrorisme n'est pas forcément ce qu'elle porte à croire à première vue. Nous ne savons pas quels sont les intérêts qui sont derrière. Et malgré que tout ce que nous disons, nous avons des puissances qui militaires, nous avons des puissances qui produisent des armes. Normalement, lorsqu'on imagine les types de moyens que ces derniers utilisent, on peut se rendre compte de la responsabilité, dans une certaine mesure, de ceux qui fournissent ces armes et de quels sont les circuits, je ne dirais pas de trafic de ces armes qui arrivent à déboucher sur ces cibles, sur ces acteurs dangereux pour le vivre ensemble. Donc c'est une question assez délicate et assez stratégique, mais dont, je ne dirais pas, dont la manière, le mécanisme nécessite aujourd'hui, en plein 21e siècle, à revoir la stratégie militaire qu'il faut mettre en face. Parce que c'est des gens qui, aujourd'hui même, utilisent des moyens rudimentaires, mais très efficaces. Pendant que les armées régulières ont des moyens lourds, non pas efficaces, mais face au type de phénomène, n'arrivent pas à répondre à temps. Merci infiniment à vous. Mathias Kolodi-Didian et Ange Banoué, tous deux analystes. Ange aussi qui est journaliste. Merci d'avoir été là ce dimanche. Fini, oui, juste après, on a terminé, on a fini. Merci d'avoir été là avec nous en ce dimanche. Et merci aussi à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Vous restez justement en place puisque dans quelques instants, ce sera l'hebdo des éditorialistes avec Théodule Moussa.